Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Thomas Jefferson adorait le vin français qu'il a découvert, bien sûr, Qu'il a découvert effectivement chez nous. pendant qu'il était en France et il est aussi allé en Italie, mais il aimait bien ces vins légers, Ouais, c'est ça. alors qu'auparavant, comme les Américains de l'époque, il consommait plutôt alors bien sûr de la bière, mais aussi des vins qui étaient beaucoup plus forts, Mm. au goût anglais. Et là, justement, il a essayé de développer les vignobles et la culture du vin, enfin, la culture à la fois de la vigne et la culture de la consommation du vin pour lutter justement contre une C'est consommation ça. d'alcool fort qui devenait beaucoup trop forte. Il faut dire aussi que pour comprendre pourquoi il y avait une telle consommation d'alcool et pourquoi c'était un tel problème, c'est que à l'époque, l'eau est de Exact. mauvaise qualité, Absolument. elle est polluée. Tout à fait, oui. Il y a Vous le dites bien. des rejets humains dans les rivières. Donc, forcément, on se méfie de l'eau. Éventuellement, on mélange l'alcool, par exemple, du rhum, avec de l'eau et ça fait du punch. Mais c'est difficile de boire de l'eau seule. Directement, oui, bien sûr. Voilà. Ce serait- Et traitée, elle est très chère. Ouais. Beaucoup plus chère que les alcools. Ce qui va changer petit à petit, ça, vous le dites bien aussi, mais Exactement. on va y Et venir. ça, voilà. Il y a les Indiens aussi. C'est vrai qu'on oublie aussi les Indiens, Alors, mais alors voilà, ça l'alcool a fait des c'est ravages et ils exactement. ont lutté. Et ça c'est très intéressant. Et je rappelle, donc j'avais travaillé aussi sur l'expédition de Lewis et Clark, Ouais. qui était une exploration absolument passionnante, là aussi qui a été en fait organisée par Thomas Jefferson. Et cette expédition commence en 1803 de Saint-Louis. Elle part, ce sont des militaires américains avec aussi des Canadiens français, avec des métis, et qui sont envoyés par Thomas Jefferson pour explorer l'Ouest. Et c'est au moment où les États-Unis achètent la C'est Louisiane. ça. C'est pas après l'achat de la Louisiane, c'est au même moment. C'est-à-dire que Thomas Jefferson avait prévu depuis plus longtemps, depuis bien avant, qu'il allait organiser cette expédition. Il en avait déjà organisé d'autres. Mais là, ça lui donne une plus grande importance. Or, la raison pour laquelle ça m'avait aussi intéressé, c'était les relations avec les Indiens. C'est-à-dire que ces Américains rencontrent des Indiens dont certains ont été en contact avec les Français et dont d'autres n'ont jamais rencontré d'hommes, entre guillemets, blancs. Oui. Et à l'époque, là encore, les échanges, la sociabilité passent par la consommation de vin. Enfin, d'alcool, L'alcool. pardon. Mhm. Ce n'est pas du vin, mais ce sont des alcools. Donc, cette sociabilité passe par la consommation d'alcool. Et donc, ils emportent eux-mêmes de l'alcool. Et les capitaines, Lewis et Clark, en offrent aux Indiens. Et quand ils arrivent chez les Arikara, qui sont près du Haut-Missouri, à peu près à la hauteur du col, hein, on est dans les Grandes Plaines, eh bien, les Arikara refusent et leur font honte de leur en proposer. Et ça les surprend, Mhm. parce que c'est tout à fait inhabituel. Mais ça montre, on est là donc en 1805 à peu près, ça montre que c'est déjà une question que les populations amérindiennes se sont posées. Absolument. Et il y a déjà des sociétés, justement, parmi eux, surtout au Canada, des sociétés de tempérance. Et il y a un certain nombre de chefs indiens qui essayent de poser la question. Il y en a même un qui est Little Turtle et qui, en 1802, impressionne Thomas Jefferson et le Congrès en leur faisant un grand discours sur les dangers de l'alcool et la raison pour laquelle le grand-père blanc et le Congrès doivent empêcher que des trafiquants importent de l'alcool dans les tribus indiennes. Déjà. Donc Déjà, mais c'est oui, là on est en sacré, 1802. sacrée leçon. Hein. Exactement, et ce sont effectivement, ça montre que c'est pas un problème, là encore, de puritains Absolument. Ouais. Plus je croyais au anglo-saxons. départ. Voilà. C'est un problème
qui se pose C'est plein dans de, les il différentes y a plein de facteurs. communautés qui constituent la population C'est américaine. ça, plein de facteurs. Et ça existe aussi pour les Noirs libres. Oui. Alors, justement, et c'est pas seulement les Amérindiens, c'est aussi, par exemple, les Noirs, les Noirs libres. Et c'est le cas de Richard Allen, qui, en fait, a été converti, qui était un Noir libre, et qui a été converti au méthodisme. Méthodisme qui est justement, à l'époque, qui soutient très fort, justement, ces mouvements pour la tempérance. C'est un mouvement protestant. Richard Allen, justement, cofonde avec Absalom Jones une société justement d'entraide pour les Noirs libres. Et il est bien indiqué dans les statuts que toute personne qui boit ne sera pas acceptée. Donc il y a aussi cette volonté de limiter une consommation qui est devenue Ce qui incontrôlable. prouve qu'elle est devenue incontrôlable, Et effectivement. voilà. Ouais, effectivement. On avance un petit peu. Il y a la Première Guerre mondiale qui va jouer aussi un rôle, j'imagine. Alors, en fait, elle jouait un rôle fondamental. C'est-à-dire qu'il y a derrière un siècle de lutte pour essayer de contrôler ce problème, pour essayer de résoudre, avec toutes sortes de moyens. Il ne faut pas croire qu'ils sont restés comme ça, simplement une chose. Ils ont essayé d'abord de persuader les gens. Ensuite, ils ont essayé de les en empêcher. C'est-à-dire, on passe de la persuasion à la force, hein, à l'interdiction par la loi. Au niveau des communautés, au niveau des villes, au niveau, ensuite à l'échelle des États États, fédérés. ouais. Et puis, à chaque fois, eh bien, on revient en arrière revenu, parce ouais. qu'une loi est votée, une autre l'annule. Donc, l'idée, c'est qu'il faut élargir le périmètre. Quand un État vote l'interdiction de l'alcool, des trafiquants viennent à la frontière de l'État et font rentrer clandestinement de l'alcool. La contrebande n'a pas été inventée par les gangsters Non, bien des sûr, années 20. bien sûr. Elle existe déjà Depuis au toujours. 19e siècle, Bah, voilà, depuis depuis toujours. toujours, exactement. Donc ceux qui sont des organisations qui se constituent, euh, pensent qu'il faut élargir. Et ils en arrivent donc à l'échelle du gouvernement fédéral. Et avec l'idée que le seul moyen, ça va être une loi qui ne pourra pas être remise en cause. Et le seul type de loi qui ne peut pas être remis en cause, eh bien, c'est un amendement à la Constitution. C'est ça. Parce que là, on le met dans ce qu'il y a de plus sacré dans l'histoire, justement, et dans la législation des États-Unis. Cette constitution qui date donc de 1789 et 87 plutôt, hein, et qui est restée la même, sauf l'ajout Avec les d'amendements, amendements, ouais. l'abolition de l'esclavage. C'était un amendement. Hein, alors que... C'est pas comme chez nous, on change pas de constitution. Voilà. Et ça, effectivement, les Américains sont très fiers de ça. Oui. Ils ont la même constitution depuis le début. Simplement, ils l'adaptent aux besoins nouveaux. Donc, l'idée, c'est, eh bien là, il y a un besoin. On va donc faire voter un amendement. Simplement, un amendement, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'il est d'abord nécessaire d'avoir c'est dans chaque, vous savez, il y a le Congrès. Oui. Le Congrès, c'est la Chambre des représentants et le Sénat. Mhm. Dans chacune des deux chambres, il faut que les 2 tiers des parlementaires votent en faveur de l'amendement. Ensuite, il faut que cet amendement, modifié éventuellement, soit ratifié, c'est-à-dire accepté, par les 3/4 des États donc de l'Union. C'est beaucoup, c'est considérable. C'est extrêmement important. Voilà, on imagine les lobbies. Bien sûr. Donc c'est très difficile et c'est encore plus difficile évidemment d'aller contre, ensuite de l'annuler. Ouais. Et donc ils arrivent en 1913. 1913, c'est une année stratégique, c'est une année importante parce qu'il y a plusieurs amendements qui entrent en effet à ce moment-là, qui sont votés. Et il y a aussi en particulier un amendement qui fait que le Sénat est élu par les électeurs directement et non plus par les assemblées d'État, ce qui fait que les sénateurs vont être beaucoup plus sensibles à l'avis de leurs électeurs,
Euh, il y a des modifications et une association qui s'est développée depuis 1893 et qui est la Ligue anti-saloon. Cette association, cette organisation dépose le texte d'un amendement. Cet amendement suit son chemin et c'est finalement un événement extrêmement important qui arrive, dont vous avez parlé, c'est-à-dire l'éclatement de la Première Guerre mondiale. Et c'est ça qui va faire que tout va basculer et que l'amendement va passer beaucoup plus vite qu'il n'aurait passé autrement. C'est-à-dire que les États-Unis n'entrent pas dans la guerre tout de suite. La guerre éclate en 1914, mais les États-Unis n'y entrent qu'en 1917. Et plus précisément, en avril 1917, Woodrow Wilson avait été réélu en 1916 en promettant qu'il tiendrait les États-Unis en dehors de la guerre. Bon, bien sûr, c'est pas vraiment en même temps. C'est pas vraiment c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Voilà. Mais ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où les États-Unis entrent en guerre, à ce moment-là, les céréales prennent une autre importance. C'est-à-dire qu'elles doivent être utilisées pour la nourriture plutôt qu'être distillées. Et donc, ça veut dire qu'il y a un poids plus important, un besoin, et le poids de l'État fédéral, pour limiter la production d'alcool. Donc ça, c'est un élément déjà qui va être important. Une première pierre. D'autre part, il est important, les soldats ne doivent pas consommer d'alcool. Ouais. Un soldat ivre est un soldat dangereux, inefficace et dangereux. Donc, on va interdire de donner de l'alcool à des soldats en uniforme, même à l'intérieur de locaux privés. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.